messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les avocats de Ousmane Sonko qui conseillent au leader de PASTEF de répondre à la convocation du juge d'instruction. Face à la presse cet après-midi, ils ont parlé d'accusations légères et de vices ayant entaché la procédure. Serigne Abdou Mbacké Ibn Serigne Cheikh Khady annonce qu'Ousmane Sonko va répondre à la convocation du juge. Il soutient que le leader de l'opposition a accepté sa demande au nom du respect qu'il lui vaut en tant que guide et ami. Un an, jour pour jour, que le Sénégal a enregistré son premier cas de Covid-19. 365 jours plus tard, le pays compte 888 décès liés à la Covid-19. À suivre dans ce 20h une large page consacrée à cet événement et ses répercussions, notamment sur le plan économique. Et puis 5 pêcheurs du village de Maling dans la commune de Malikounda portés disparus depuis plus d'un mois. Des familles dans le désarroi invitent les autorités à s'impliquer dans les recherches. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ousmane Sonko va-t-il déférer à la convocation du juge d'instruction demain? La réponse attendue incessamment. Ousmane Sonko va se prononcer sur la question selon ses avocats. Ces derniers, pour parer à toute éventualité, ont donc conseillé à leurs clients d'aller répondre. Ils parlent d'accusations légères contre Ousmane Sonko et de vices ayant entaché la procédure. Ils promettent d'en tirer toutes les conséquences de droit. Compte rendu donc de ce face-à-face avec la presse signée Ibrahima Kane et Younous Diatta. À quelques heures de sa convocation, difficile de dire si Ousmane Sonko va déférer à celle-ci ou pas. Sa position était sans équivoque jusque-là. Je ne répondrai à aucune convocation, semblait-il dire. Mais aujourd'hui, la donne pourrait changer. Soucieux d'empêcher que le refus de déférer à la convocation ne soit le prétexte à des provocations dont le but serait de lui imputer de nouvelles infractions, le collectif a estimé après concertation de conseiller à M. Ousmane Sonko de déférer à la convocation. Ousmane Sonko, en ce qui le concerne, a pris acte de ce conseil selon ses avocats qui annoncent que l'homme va faire une déclaration incessamment. Dans cette affaire opposant le député Ousmane Sonko à Adji Sarr, les robes noires du leader de PASTEF ne semblent nullement ébranlées sur le plan du droit. Le collectif, conscient de la légèreté des accusations portées contre M. Ousmane Sonko et nonobstant toutes les violations de la loi ainsi que les vices qui ont affecté la procédure et dont il entend tirer toutes les conséquences de droit. Rappelons qu'après la levée de son immunité parlementaire actée vendredi par l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko doit être entendu par le juge d'instruction qui l'a convoqué ce mercredi à 9h. Puis son guide religieux, Serigne Abdou Mbacké Ibn Serigne Cheikh Khady, donc annonce qu'Ousmane Sonko va répondre à la convocation du juge. Et il soutient donc que le leader de PASTEF a accepté sa demande au nom du respect qu'il lui vaut en tant que guide religieux et ami. Frappe France Dégage ne se laissera pas intimider par les nombreuses arrestations de ses membres. Les camarades de Guy Marius Sagna invitent les forces de l'ordre à ne pas accepter d'être manipulés contre les populations. Compte rendu de leur face-à-face avec la presse signé Habib Faye et Thierno Laurent Mendy. Frappe France Dégage ne veut pas se laisser intimider par l'arrestation de ses membres. Parmi Guy Marius Sagna, ces activistes comptent descendre dans la rue ce vendredi pour se faire entendre. Nous sommes plus que jamais déterminés à combattre ce système parasitaire néocolonial qui gangrène notre souveraineté et ses métastases sur l'économie et sur la démocratie. Nous lançons ainsi un appel à toutes les forces vives de la nation à venir se joindre à la série de manifestations qui va débuter à partir de ce 5 février sur tout le territoire national et dans la diaspora. Les camarades de Guy Marius Sagna lancent un appel aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, plus de 50 personnes sont arrêtées dans les commissariats et prisons du pays. Le comble est la fabrication et l'invention de preuves pour faire porter le chapeau de mouvements d'insurrection à des militants panafricanistes pacifiques.
La police nationale ne doit pas accepter d'être utilisée dans ce vaste complot abject, ridicule et d'une légèreté scandaleuse. Frappe France Dégage relève des cas de torture exercés sur ses membres lors de leur garde à vue à la police. Nos camarades ont subi des abus dans les fourgonnettes de la police qui les conduisaient dans les commissariats du point E. Le délégué général du Frappe qui est là, qui vient d'être élargi hier, traîne une blessure à la main, et notre camarade Fatima Mbeng qui a été donc déféré en même temps que Mme Birame Souleye Diop, ont subi des humiliations consistant à les déshabiller pour tout simplement essayer de leur administrer des tortures psychologiques et morales. Guy Marius Sagna est la figure emblématique de Frappe France Dégage. Sa détention est considérée comme de l'acharnement d'un État qui cherche à museler les activistes. G7 section Sédhiou menace de paralyser le système éducatif si les policiers et les gendarmes n'arrêtent pas les tracasseries qui font que les enseignants arrivent en retard dans leur lieu de travail. Ils ont tenu un point de presse ce mardi pour dénoncer cette situation. Omar Silla est le secrétaire général de CELS Authentique de Sédhiou. Il en parle au micro de Bakary Conté et Khalid Yamé. Et Sédhiou, les collègues ont du mal à vaquer à leur profession, à aller dans les écoles, surtout ceux-là qui sortent de Sédhiou. Et ils ont d'énormes problèmes à rejoindre leur lieu de service. Et c'est des arrestations avec soit c'est la gendarmerie ou bien la police. Soucieux du quantum horaire, le G7, c'est lors des CRD, des CDD, n'ont cessé d'interpeller les autorités par rapport à cet état de fait. Et je pensais qu'ils avaient dit qu'ils allaient au moins, en collaboration avec les autorités policières et de la gendarmerie, et voir ce qu'il faut faire. Mais on voit que jusqu'à présent, les difficultés demeurent. Et qu'ils prennent les responsabilités parce que nous sommes des enseignants. Et ce que nous pouvons faire, c'est, nous détenons par devers nos armes conventionnelles, c'est que quand ça ne cesse pas, et on peut être amené à paralyser ce système. Et je dis bien, je pèse bien mot à paralyser le système pour cela. Parce que nous pensons que quand même, nous sommes soucieux du quantum horaire. L'année passée, tout le monde le sait. Donc si cette année aussi, soucieux de cela, et qu'on peine à nous mettre dans les conditions pour le respect de cela, et je pense qu'on ne va pas aussi accepter. C'est le cas de Cabrousse, dont un collègue enseignant qui était dans sa classe, et les limiers sont allés le chercher devant ses élèves, et Manu Militari, il a été monoté et amené. Un an jour pour jour que le Sénégal a enregistré son premier cas de Covid-19 après une première vague moins virulente. Le pays fait face à une deuxième vague plus meurtrière. Le Sénégal, qui a lancé actuellement sa campagne de vaccination, a enregistré 888 décès. On voit cela dans cet élément signé Fatou Kinedem. 366e communiqué du jour, un an de guerre contre le Covid-19 au Sénégal. Malgré les mesures d'urgence, les moyens dégagés, les 79 districts du pays sont touchés. Le dernier, celui de Goudomp à Sédhiou. Chaque district sanitaire a eu à notifier un cas. Le dernier district touché a été le district de Goudomp dans la région de Sédhiou. Et en termes de répartition des cas, nous avons 5 régions qui ont franchi la barre des 1000 cas. Il s'agit des régions de Dakar avec 21 824 cas, qui correspond à 62% de l'ensemble des cas que nous avons eu à noter, suivi de la région de Thiès avec 4 336 cas, 12% du nombre total de cas, la région de Diourbel avec 1666 cas. 19% de la population exposée au SARS-CoV-2. Les spécialistes aux commandes pour une meilleure surveillance du virus, notamment les nouveaux variants. Grâce au système de surveillance Sentinelle 4S, qui à travers 20 sites communautaires et hospitaliers, répartis dans 14 régions du Sénégal, a permis de suivre l'évolution des tendances de la première et deuxième vague à l'échelle locale, mais aussi celle de la grippe saisonnière pour assurer un diagnostic différentiel. Nous participons à la surveillance des variants du SARS-CoV-2 en renforçant la plateforme de génomique avec des séquenceurs de première, deuxième et troisième génération, NGS, et également la plateforme bioinformatique. Ainsi, la vaccination reste le moyen le plus sûr pour freiner la mortalité du Covid. Le vaccin est efficace et bien toléré. En tout état de cause, le vaccin ne tue pas, alors que la Covid-19 tue.
Un pas franchi par rapport à la vaccination. 35 299 vaccinés en une semaine au Sénégal, un nombre qui dépasse le nombre de cas positifs. Fatou Kinedem, un an après le virus qui gagne du terrain au Sénégal, nous avons rencontré des guéris de la Covid-19 pour savoir comment ils l'ont vécu avant de retrouver la santé. C'est ce que vous allez voir dans ce sujet signé Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Il a chopé le coronavirus au cours d'une mission en Russie. De retour à Dakar, il a été diagnostiqué positif à la grippe saisonnière lors d'une première consultation. Le médecin m'a prescrit des ordonnances, me faisant croire que peut-être que c'était lié à une grippe saisonnière parce que je revenais d'une localité où il faisait extrêmement froid, la Russie. 15 jours après, le journaliste présente tous les signes de la Covid-19. Je n'allais plus au sel, je ne mangeais plus, je ne prenais que soit des jus de fruits ou bien de l'eau. Donc j'avais mal partout, même au niveau des reins, je n'arrivais même plus à me coucher normalement. Je me couchais par exemple de profil comme ça pour au moins ne pas sentir cette douleur. Mais quand nous sommes partis à l'hôpital, l'hôpital de Fann pour voir le professeur, autant pour moi le docteur Alunian qui m'a fait des analyses. Ensuite je suis parti faire des IRM et une radiographie thoracique. On a constaté que le virus s'était propagé dans mon corps. Le virus m'avait fortement dominé. Parce que même moi, quand je partais là-bas, j'étais plus conscient. Bakary Cissé faisait partie des premiers cas les plus médiatisés. Un choc. Psychologiquement, il y a une charge émotionnelle. Les gens qui sont censés vous protéger, vous donnent l'impression de vous fuir à la base parce qu'ils étaient tout le temps encagoulés et tout. Moi, j'ai passé 12 jours à l'hôpital, au centre de Diamniadio, mais c'est à ma sortie que j'ai découvert le visage des uns et des autres. Et j'avoue que j'avais même pleuré, j'avais craqué. Il est un peu plus chanceux que Mbaye Jacques Diop, qui a été infecté à 2 reprises. Moi, le premier traitement qu'on a commencé à faire sur moi, il y a eu des complications parce que mon sang s'est coagulé. Donc le sang ne circulait plus. Et les gens ont eu peur. Et durant tout le traitement, je subissais au moins des perfusions parce que je prenais une perfusion le matin de 9h à 21h et on enchaînait encore de 21h à 9h le lendemain. Même s'ils ne sont pas encore vaccinés, ils ont validé leurs inscriptions à la plateforme digitale du ministère de la Santé. Donc moi j'attends mon tour. Si on m'appelle d'ici 1 an, 2 ans, parce que je me suis inscrit, j'ai donné mon adresse, on m'a envoyé quand même la réponse pour me dire que vous serez saisi et j'attends cela, je ne suis pas pressé. Je suis sur la liste d'attente, mais j'ai un ami médecin qui m'a dit que s'il a une seule dose, s'il sait qu'il y a une seule dose qu'il puisse régler à quelqu'un d'autre, ça sera à moi. Parce que quand même, moi, je continue toujours à voyager. En attendant de recevoir leur première dose, ces professionnels des médias disent être des vecteurs de la sensibilisation dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Beaucoup d'alertes ont été reçues au SAMU national, 142 680 au total liés à la Covid-19. Le patron du SAMU donc s'est exprimé à l'occasion sur les évacuations et la régulation pour une meilleure prise en charge des cas. Le professeur Mamadou Diarabey que je vous propose d'écouter. Au niveau du SAMU, le centre 15-15, le SAMU 15-15 que vous entendez très souvent, beaucoup d'alertes ont été reçues. 142 680 exclusivement liés à la Covid. Le SAMU a également joué un rôle très important dans la régulation des transports médicalisés. Et ceci est très important, ça a permis en tout cas de mettre à disposition des lits d'hospitalisation dans des délais très brefs aux patients qui étaient atteints par la Covid. Parmi ces patients que nous avons pris en charge, presque tous présentaient une détresse respiratoire. On a souvent parlé de l'oxygène, c'est cette détresse respiratoire qu'on notait tout le temps chez ces patients qui faisait que les besoins et la demande en oxygène ont été extrêmement élevés.
Puis la région de Thiès enregistre 4336 cas de Covid-19. Le médecin-chef a présenté son bilan. Il indique donc que Thiès a enregistré beaucoup plus de cas en cette période de deuxième vague, mais selon lui, le taux de guérison est à 90%. Une réussite de la prise en charge des malades à domicile, notamment, en est à l'origine. On voit cela dans cette correspondance signée chez Anta Diop et Seyla Tia. À un an de riposte contre la Covid-19, la région de Thiès avait enregistré son premier cas le 14 mars 2020. Thiès est actuellement à 4336 cas. Le médecin-chef régional confirme que Thiès a enregistré beaucoup plus de cas dans la deuxième vague. Effectivement, si je vous montre même pour la deuxième vague, même le pic de l'épidémie que nous avons atteint, en tout cas pour nous, entre la période du 1er au 7 février, bien que dans la semaine du 1er au 7 février, nous avons enregistré 317 cas. Alors que dans la première vague, donc au maximum, nous avons donc enregistré des pics allant jusqu'à 50, 60 cas. Donc ce n'est même pas comparable. Donc, et sur de longues périodes, depuis la période du 14-20 décembre, c'est cette période, et depuis lors, donc les cas n'ont pas baissé par semaine en deçà de 30 cas par semaine. Donc jusqu'à présent, on est en SS. Des résultats probants sont enregistrés grâce à un plan mis en place par les autorités sanitaires pour endiguer la progression de la maladie. Oui, nous pouvons dire que nous avons des résultats positifs au vu du nombre de personnes qui sont guéries à domicile. Au moment où je parle aujourd'hui, vous avez pratiquement 2777 personnes qui sont guéries. Le nombre de personnes en tout cas guéries à domicile, pratiquement c'est les 90%. Donc, c'est une réussite. Le nombre de personnes qui sont suivies à domicile, c'est un nombre qui est extrêmement élevé. Face au péril, les autorités administratives et l'ensemble des services de l'État ont pris toutes les dispositions nécessaires à l'application du décret sur l'état d'urgence. La région de Saint-Louis, en un an, a enregistré 1228 cas positifs au coronavirus et 89 décès. 230 patients suivent des traitements à domicile, 17 dans les CTE, dont 10 cas graves. 5 jours après le lancement de la campagne de vaccination, 2418 personnes ont été vaccinées au Seynou Diop à Bipseg. Un an après l'apparition de la Covid-19 au Sénégal, la région Nord compte 1228 cas positifs à la Covid-19. Sur ces 1228 cas, effectivement, nous avons eu 89 décès. Des décès notifiés au niveau de nos structures de santé. Maintenant, pour ce qui concerne le nombre qui est traité actuellement à domicile, ils sont au nombre de 230. Dans la région, le nombre de décès est très élevé. Durant les 365 jours de lutte contre la Covid-19, Saint-Louis a enregistré 89 décès. Les Saint-Louisiens appellent à plus de vigilance et au respect strict des mesures barrières. Les malades ont augmenté, surtout au niveau de Saint-Louis où nous parlons, mais il va falloir se faire vacciner et ensuite respecter les mesures barrières. Pour le jeune Mam Gamoufal, habitant dans le quartier Gauling, les jeunes doivent encore se mobiliser. Ce n'est plus la question parce qu'il y a trop de morts. Il y a trop de morts, trop. Nous, là, on habite sur la route nationale. Chaque jour, on va un corbillard avec. Dans la région, plus de 2000 personnes ont été vaccinées. Le personnel médical représente plus de 95%. Depuis 5 jours, effectivement, nous avons commencé la vaccination et nous avons atteint 47% de la cible du personnel médical qu'on s'est fixé et qu'on avait recensé. Il faut dire que sur les 2418 personnes vaccinées, nous avons 2296 personnes qui sont du personnel médical, donc 95%. À Saint-Louis, la lutte contre la Covid-19 continue. Un an après l'apparition de la maladie, les Saint-Louisiens appellent à plus de vigilance et au respect strict des mesures barrières. Un des secteurs qui a le plus souffert de la Covid-19 est l'hôtellerie. Près de 40 000 emplois ont été supprimés dans ce secteur. La Fédération nationale des organisations patronales des industries touristiques du Sénégal exige à ce que les directives du chef de l'État soient respectées avec la mise en place notamment du fonds de relance estimé à près de 50 milliards de francs CFA pour le secteur. On voit cela dans cet élément signé Fatou Bintou Kanté et Mohamed Dian. La pandémie de la Covid-19 a fini par plomber le secteur de l'hôtellerie au Sénégal. Un secteur à l'agonie, d'où l'urgence pour le président de la Fédération nationale des organisations des industries touristiques du Sénégal d'exiger que les directives présidentielles de mise en œuvre du fonds de relance d'une valeur de 50 milliards soient respectées pour permettre aux acteurs du secteur de sortir de l'ornière. Aussi convenu
de la mise en place rapide d'un fonds de relance de 50 milliards de francs CFA. Force aujourd'hui est de constater que ce fonds n'a pas encore été mis en place. Demandons à ce que ce fonds puisse, qui doit être abondé à hauteur de 50 milliards, puisse être mis en place. Nous préférons le miel sur la langue que dans les oreilles, n'est-ce pas? On nous a promis 50 milliards, nous souhaitons que ces 50 milliards soient effectivement mis en place. Des conséquences sociales qui ont fini par se faire sentir avec des dégâts collatéraux et des licenciements tout azimut dans les structures hôtelières où plus de 40 000 emplois ont disparu. Nous ne pouvons pas maintenir des effectifs en place alors qu'on n'a pas la contrepartie, les recettes. Quand vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas garder en l'état les effectifs. C'est pour ça que je préfère d'ailleurs qu'on parle d'allègement d'effectifs parce que la situation l'exige. On avait mis en place au début de la crise un fonds, on avait abondé un fonds pour permettre aux hôteliers et aux opérateurs touristiques d'emprunter, je dis bien d'emprunter pour pouvoir payer les salaires et les charges. Donc on a emprunté pour 3 mois de BFR, de besoins en fonds de roulement, comprenant donc les salaires et les charges. Un coup dur pour l'industrie hôtelière qui risque de se relever qu'en 2021. Et on ne peut pas espérer de relance avant 2022-2023. Donc voilà, donc camper la situation avec ses conséquences sociales et économique. Le secteur touristique au Sénégal, jadis dynamique, est à redynamiser car il génère plus de 20 000 emplois et contribue à 7% du produit intérieur brut PIB. Fatou Benjkonté, nous restons avec Mamadou Racine qui revient sur le licenciement des 76 agents du King Fahd Palace par SMS. Selon lui, tout ce qui a été prévu par la loi en termes de droits des travailleurs a été respecté. Tout le reste, selon lui, n'est que de la désinformation. On me fait signe que l'élément n'est pas en place, certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le secteur de l'hôtellerie, l'un des secteurs les plus touchés donc par cette pandémie. Beaucoup de travailleurs ont perdu leur poste à cause de la crise économique entraînée par la pandémie. C'est le cas de Yassine Ndiaye et Moustapha Malik Ndoye, 2 cuisiniers qui ont été licenciés après être mis en chômage technique pendant près d'1 an. Aujourd'hui, après près de 30 ans de service, ils font le petit business pour gérer leur famille. On fait signe que l'élément d'Abdoulaye Diop également n'est pas en place. 5 pêcheurs du village de Maling, c'est dans la commune de Malikounda, portés disparus depuis près d'1 mois. Les familles sont dans le désarroi et invitent les autorités à s'impliquer dans les recherches car ils pensent que ces pêcheurs ont voulu se rendre en Espagne. Nous reviendrons donc sur cette information, sur le développement avec notre correspondant sur place, Abdourahmane Diallo. Nous parlons sport, la page internationale d'abord avec Daniel Diouf, la libération des jeunes lycéennes qui avaient été capturées vendredi dernier dans leur pensionnat, c'est dans l'état de Zamfara au Nigeria. La rumeur d'une vaccination obligatoire contre la Covid-19 dans une école qui a provoqué un mouvement de panique en République démocratique du Congo et puis la mort du chanteur percussionniste jamaïcain Bonnie Weller, c'était ce mardi. On voit cela dans ce récit. Signé Daniel Diouf. Au Nigeria, les jeunes filles qui avaient été capturées vendredi dernier dans leur pensionnat dans l'état de Zamfara ont été libérées ce mardi à l'aube. Elles sont au nombre de 279 selon les autorités locales. Les lycéennes ont été reçues par le gouverneur de la localité avant le lever du jour. On ne sait rien des conditions de leur libération. Comme ses homologues de l'État de Niger et Katsina avant lui, le gouverneur de Zamfara assure qu'aucune rançon n'a été versée aux ravisseurs des lycéennes. D'ailleurs, le président Mohamedou Bouhari a rappelé que le paiement de rançon va continuer à faire prospérer le kidnapping. Et puis cette scène de panique dans un établissement scolaire à Bukavu, en République démocratique du Congo, où des parents d'élèves se sont précipités à l'école
pour chercher leurs enfants. La rumeur d'une vaccination obligatoire contre la Covid-19 organisée à l'école avait provoqué un mouvement de panique. Une rumeur rapidement démentie par les autorités. Sur ces images, élèves et parents qui courent dans tous les sens. Finalement, l'établissement a pu rassurer tout le monde, même si dans la confusion, les autorités de l'école ont dû faire sortir les élèves car il n'y avait pas moyen de continuer les cours. C'était la débandade. Le vice-président du Zimbabwe, Kembo Mohadi, accusé de harcèlement sexuel, a annoncé lundi sa démission, réaffirmant son innocence toutefois. Plusieurs médias locaux ont publié des comptes rendus de conversations au cours desquels un homme présenté comme Kembo Mohadi, le vice-président lui-même, harcelait sexuellement plusieurs femmes, dont l'une serait une de ses collaboratrices. Dans une lettre diffusée sur le compte Twitter du ministère de l'Information, il dit avoir démissionné de ses fonctions de vice-président de la République du Zimbabwe par respect à la présidence. Et puis, la nouvelle est tombée dans la journée. La ministre jamaïcaine de la Culture a annoncé dans un communiqué la mort du chanteur et percussionniste jamaïcain Bonnie Wailer. Il est décédé ce mardi à l'âge de 73 ans à Kingston, en Jamaïque, fondateur avec Bob Marley et Peter Tosh du groupe The Wailers. Repose en paix l'artiste. La CAN U17 et l'Assemblée générale de la CAF du 12 mars prochain en visioconférence pour les journalistes interdits d'accès au Maroc. L'équipe nationale du Sénégal U17 attendue au Maroc justement ce mercredi. Et puis Makhtar Wade Ndoye nommé entraîneur intérimaire de l'ASAC Ndiambour. C'est le menu du Round-Up Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. Ndiambour de Louga a un nouvel entraîneur. Makhtar Wade Ndoye est nommé pour un intérim après la démission d'Assane Diallo à l'issue de la défaite concédée face au Teungueth FC. Les dirigeants de l'ASAC Ndiambour annoncent être en pourparlers avec leur très probable entraîneur principal dans un futur proche. L'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal est, elle, dans la préparation de la CAN de la catégorie au Maroc du 13 au 31 mars prochain. Après leur succès en amical devant Djambar de Sali le week-end dernier, les Lionceaux rallient le Maroc ce mercredi. Là-bas, ils vont jouer des matchs amicaux face à 2 clubs marocains avant leur entrée en lice le 15 mars prochain contre le Cameroun. Une compétition qui va se dérouler sans les journalistes interdits d'accès au Maroc selon un communiqué de la CAF. En attendant, Teungueth FC qui a récolté face aux Zamalek son premier point en phase de groupe de la Ligue des Champions à un de ses joueurs dans l'équipe type de la deuxième journée. Pape Waly Ndiaye, il se nomme, l'arrière latéral gauche du club rufisquois qui accueille le Mouloudia d'Alger ce samedi à Thiès pour le compte de la 3e journée. L'élection présidentielle de la CAF qui va se dérouler en visioconférence pour toutes les opérations médias le 12 mars prochain continue d'alimenter les rumeurs depuis le week-end dernier. Après l'annonce d'un protocole qui va porter le Sud-Africain Patrice Motsepe à la tête de l'instance, il se susurre qu'une rencontre va se tenir en Mauritanie entre Ahmed Yahya, Augustin Senghor et Motsepe pour finaliser le projet. Alors que la FIFA demande au candidat ivoirien Jacques Anouma d'apporter des éclaircissements sur le financement de sa campagne avant la fin de cette semaine. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média.